demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 3 juin. La campagne des législatives se poursuit avec les visites hier d'Éric Dupond-Moretti et de Yannick Jadot. À Lyon, Jean-Luc Mélenchon est attendu, lui, demain à Villeurbanne. Les élus de Villeurbanne qui peuvent dès à présent être rémunérés totalement ou partiellement en gonnettes, la monnaie locale lyonnaise. Explication dans le courant de cette édition. Le trafic ferroviaire devrait être rétabli aujourd'hui entre Lyon et Saint-Étienne. Un chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd hier, lequel a chuté de 12 mètres, tout pile sur les rails SNCF. Le syndicat intercommunal du bassin de l'Iseron tire la sonnette d'alarme à propos de la pollution occasionnée par le magasin Grand Frais à Sainte-Foy-les-Lyons. La signature de la charte de la vie nocturne, une charte qui a été mise en place en 2006 et qui s'adapte chaque année. Les professionnels de la nuit en profitent pour passer un message à la municipalité à propos des terrasses. Nous avons rencontré Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet. Et puis Villeurbanne, capitale française de la culture, avec un événement phare ce week-end, le festival Réel. On en parle à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 33 cas de variole du singe sont présents en France, dont désormais 2 en Auvergne-Rhône-Alpes. La maladie qui se transmet par contact direct avec des lésions cutanées ou des muqueuses d'une personne malade peut également se transmettre par gouttelettes. Les législatives, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est venu soutenir hier le candidat Renaissance Ambroise Méjean dans la 9e circonscription du Rhône. Il fait partie des Jeunes avec Macron. Une rencontre a eu lieu hier avec le ministre au domaine du Clos de la Roilette à Fleury. Une réunion publique se tenait ensuite à Villefranche où le député sortant LR Bernard Perru ne se représente qu'en qualité de remplaçant. Yannick Jadot, lui, était à Lyon pour soutenir les candidats écologistes aux législatives. Une visite au hall Paul Bocuse, une déambulation aux côtés du maire de Lyon, Grégory Doucet, et aux côtés des 3 candidats écolos lyonnais, Marie-Charlotte Garin, Benjamin Badouard et le sortant Hubert-Julien Laferrière. À propos de la NUP, Jadot a souligné que l'essentiel, c'était qu'il y ait cette envie de mettre de l'écologie, de la justice sociale, de la démocratie au cœur du prochain quinquennat. Fin de citation. Jean-Luc Mélenchon, l'ex-candidat insoumis à la présidentielle, est attendu à Villeurbanne demain samedi pour soutenir son gendre Gabriel Amar et les candidats de la NUP des circonscriptions de Lyon. Les élus de Villeurbanne peuvent dès à présent être rémunérés totalement ou partiellement en gonnettes, la monnaie locale lyonnaise, selon le principe 1 euro égale une gonnette. Décision prise par le conseil municipal. La gonnette lancée en 2015 a pour but de favoriser le circuit court et le commerce de proximité. Aujourd'hui, plus de 1500 citoyens et 380 commerces et associations ont recours à cette monnaie locale. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. À Saint-Chamond, pour une raison indéterminée, un chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd, lequel a terminé sa course 12 mètres en contrebas, tout pile sur les rails SNCF. Par miracle, le chauffeur n'a été que très légèrement blessé. Aucun train ne passait par là au moment de la chute. La circulation a été interrompue ensuite toute la journée. Le temps de relever le poids lourd et d'effectuer les réparations nécessaires sur les caténaires. Le trafic reprend ce matin, mais de façon réduite. 2 à 3 trains circuleront par heure dans les 2 sens entre Lyon et Saint-Étienne. En revanche, aucun bus de substitution n'est prévu ce vendredi entre les 2 villes. Il est prudent de se renseigner donc sur le site internet de la SNCF. Le SAGIRC, le syndicat intercommunal du bassin de l'Iseron, tire la sonnette d'alarme. À la veille de la journée mondiale de l'environnement, prévue dimanche, le syndicat a adressé un courrier à la direction de l'enseigne Grand Frais, installée depuis 2010 à Sainte-Foy-les-Lyons. Objectif, alerter la plateforme sur la mauvaise gestion de ces déchets, des déchets qui se retrouvent sur les berges et dans la rivière Iseron. Les pêcheurs se sont joints aux demandes du SAGIRC, dénonçant un vrai dépotoir. Selon l'association Surfrider, 80% des déchets plastiques retrouvés en mer ont pour origine l'intérieur des terres, avant d'être transportés par les rivières et les cours d'eau. La situation n'est pas nouvelle à Sainte-Foy. En 2018, déjà, la maire LR Véronique Sarcelli avait pris sa plume pour alerter sur les conséquences de ce dysfonctionnement. L'association Lyon-Ukraine dresse un premier bilan de l'envoi d'aide humanitaire depuis le début du conflit. En 3 mois, plus de 40 tonnes de produits de première nécessité ont été triés dans l'entrepôt de Vénissieux. Médicaments, nourriture, vêtements. Au total, 18 camions ont été acheminés directement à l'ouest de l'Ukraine. Plusieurs communes de la métropole de Lyon ont permis de financer les trajets, des frais estimés jusqu'à 1 300 € par camion, notamment en ce qui concerne le carburant. Depuis sa création en 2016, Lyon-Ukraine a pour mission de faire connaître l'Ukraine et ses aspects culturels dans la région lyonnaise. Mais depuis le début du conflit, elle a surtout effectué un travail gigantesque d'aide dans les zones de conflit. En raison de la baisse du flux d'aide humanitaire, l'organisation lance un appel général. Elle incite les Lyonnais et les Lyonnaises et les habitants de la métropole en général à envoyer des dons, donner un coup de main pour le tri ou encore pour charger les camions. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La signature de la charte de la vie nocturne à Lyon. Cette charte a été mise en place en 2006. Le président de l'UMI-Rhône, premier syndicat patronal du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques, Thierry Fontaine, en profite pour passer un message à la municipalité écologiste de Lyon concernant en particulier les terrasses, un sujet qui fait actuellement l'objet d'une concertation. Thierry Fontaine. Aujourd'hui, on a l'impression de terrasse réduite puisqu'on sort du Covid avec les extensions auxquelles on a eu le droit. On s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien. Et aujourd'hui, on repasse à des terrasses plus petites. Alors, dans certains cas, ça peut se comprendre puisqu'ils font un cheminement piéton. La ville appartient pas non plus qu'aux bars. Mais dans d'autres cas, on n'arrive pas à comprendre cette volonté de les réduire encore à nouveau. Il y a des établissements qui pourraient avoir de belles terrasses. On est comme une ville touristique. On n'est quand même pas une ville industrielle. Une ville touristique, ça a des terrasses. Ça a des touristes qui se mettent, qui prennent l'air, qui regardent l'architecture pendant qu'ils boivent un café. Ce qu'on réclame, c'est l'étude au cas par cas, de ne pas s'approprier, mais si en effet on a une volonté de piétonisation et de moins de voitures, je ne dis pas qu'il faut remplacer 100% des voitures par des terrasses, mais agrandissons. Une grande rue vide, c'est pas beau. Une grande rue, sauf si vous y mettez des terrasses avec des parasols de marque fantaisistes, mais si elle est plutôt agréable, unie, c'est joli, ça amène de la sécurité. Quand vous avez des gens qui circulent, vous avez une terrasse vivante, vous vous sentez moins dans un coin glauque. Donc je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Quand on demande une terrasse annuelle, ça va dans le sens de l'écologie aussi. Démonter des plattelages pour 4 mois d'hiver et les remonter, ça consomme des matériaux, c'est un peu dommage. Si on pouvait les laisser, bien sûr, il faut que le technique puisse intervenir. Il y a parfois sur les terrasses des bouches d'égout, de l'électricité, des choses comme ça. Donc ça, on ne voit pas d'inconvénient, mais le démontage systématique parce qu'il faut démonter, c'est dommage. Donc bien sûr, des terrasses en hiver, on ne demande pas à ce que ce soit jusqu'à 1h du matin, on ne veut pas surexciter les voisins, mais si c'est jusqu'à 22h, on a eu une belle journée. Je me rappelle de l'année dernière, le 11 novembre, qui était magnifique. Les commerçants ont pu travailler, les touristes et les Lyonnais ont pu profiter de ce petit rayon de soleil. J'ai presque envie de dire qu'il est plus important en hiver, ce rayon de soleil, qu'en été. Donc oui, les terrasses à l'année, c'est intéressant, c'est intelligent. La charte de la vie nocturne est basée sur la concertation et le dialogue entre les autorités locales et les acteurs de la nuit lyonnaise. Elle tend à évoluer chaque année pour s'adapter à la conjoncture ou à l'actualité. Avec des phénomènes dont se passerait bien le monde de la nuit. Après le Covid, c'est un autre fléau qui a fait son apparition au sortir de la crise sanitaire. Le GHB est devenu en quelques mois le cauchemar des étudiants. Longtemps versé discrètement dans les verres lors de soirées, c'est maintenant par le biais de seringues que la drogue du violeur est administrée. Comment y faire face ? La municipalité réfléchit à la façon d'y répondre avec les professionnels de la nuit. Nous avons rencontré Mohamed Chihi, l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet. On a une campagne de communication avec l'UMIH, avec les services de l'État, la préfecture en l'occurrence, qui nous permet en fait de sensibiliser les personnes qui sont dans des lieux de vie nocturne, dans lesquels en fait ont eu lieu en fait ces tentatives d'empoisonnement, puisqu'on peut parler d'empoisonnement ici. Et donc nous avons fait une affiche avec les risques encourus par les auteurs, d'une part, et d'autre part les troubles de la santé que pouvait encourir une victime de ces produits-là. Et donc notre volonté, c'était de pointer ici en fait les responsabilités d'une part et d'autre part les risques qui étaient ceux des victimes d'autre part. Là-dedans en fait notre volonté, c'était pas de stigmatiser les victimes, de leur dire attention, faites attention à votre verre. Non, c'était pas ça. C'est de dire il y a un moyen de se prémunir contre certains de ces actes en restant à proximité de vos verres et même en les recouvrant dans certains établissements où on propose en fait ces couvercles à verre et qui nous permettent de réduire les risques. D'autre part, sur la question du protocole, on a travaillé non seulement avec l'UMIH et les services de l'État, mais on travaille également avec les établissements de nuit. Parmi eux, je les ai cités tout à l'heure, la Halle Tony Garnier, le Transborder, le Sucre, le HIT, etc. Tous ces lieux en fait qui sont des lieux où la nuit il y a énormément de noctambules et à partir en fait du travail qui a été fait notamment au niveau du Sucre par Cédric Dujardin, de travailler en fait à former les personnels pour identifier bien entendu les divers auteurs, les potentiels auteurs, mais surtout d'aller au contact des personnes qui pensent être victimes ou qui le sont réellement, d'avoir en fait les meilleurs réflexes pour les mettre en sécurité, pour collecter un maximum d'informations, pour savoir qui les accompagne, etc. Et ensuite de
les mettre à disposition des services de secours, de transmettre ces informations et toujours pour améliorer la qualité de la prise en charge. Donc il y a là-dedans une volonté d'informer, de former et de faire de la médiation, à savoir auprès des victimes, de trouver en fait le meilleur moyen de répondre à la problématique qu'elles sont en train de vivre à l'instant T. Ce protocole qui est mis en place, qui a été mis en place notamment aux Nuits Sonores, qui a été mis en place au Sucre, a montré tout son intérêt et nous allons nous inspirer de ce protocole-là pour le proposer dans le cadre d'un cahier des charges, d'une formation aux différents responsables d'établissement et au personnel d'établissement pour qu'ils puissent à leur tour se former à ces différentes techniques qui permettent de réduire les risques à l'intérieur des établissements. Cette notion de maire de nuit, c'est quoi exactement ? Les maires de nuit, eux, ils ont cette capacité en fait à être beaucoup plus proches du terrain que moi. Moi, je suis maire de nuit, mais des 9 arrondissements, donc je ne peux pas me dupliquer et être partout à la fois. Je m'occupe principalement des situations les plus problématiques. Dans chaque arrondissement, il y a un élu ou une élue qui est en charge de ce lien avec les commerces et notamment de la vie nocturne et ils vont aller au contact, créer les conditions de dialogue pour trouver ce fameux équilibre dont on a besoin dans la vie nocturne qui permettent en fait de mettre les habitants, les professionnels autour de la table et de travailler en fait à la résolution des conflits qui pourraient naître de l'exploitation de ces lieux de vie nocturne. Ces maires de nuit aussi en fait ils organisent des marches dites exploratoires, c'est-à-dire que accompagnés d'autres élus, accompagnés de professionnels, accompagnés d'associations, accompagnés d'habitants, ils font le tour d'un quartier et identifient les différentes problématiques en matière de tranquillité, de sécurité et autres et font remonter en fait l'ensemble de leurs analyses en fait aux services compétents par mois et à partir de là nous mettons en œuvre en fait les différentes actions correctives qui nous permettent d'améliorer la situation sur le terrain. C'est une initiative qui est nouvelle à Lyon, donc elle s'installe petit à petit et nous espérons qu'elle deviendra la norme et qu'elle permettra d'apporter toutes les réponses que nous attendons en tout cas pour trouver cet équilibre que nous appelons tous de nos vœux. La garantie de la tranquillité, elle passe forcément par la réduction des terrasses ? Je pense qu'on ne peut pas réduire en fait la question de la tranquillité à la réduction des terrasses. Il y a des terrasses sur lesquelles tout se passe merveilleusement bien avec des publics qui ont tout à fait conscience des problématiques des habitants qui sont autour d'eux et aussi parce que c'est un travail qui est bien réalisé par les professionnels. Parce que les professionnels, vous savez que nous mettons en place la médiation nocturne, mais des professionnels mettent les shooters en place et ont formé leur personnel à amener leur clientèle à adopter les bons comportements. On ne peut pas dire qu'il y a une liaison mathématique proportionnelle. Nécessairement une grande terrasse provoque de grandes nuisances. Non, on pense au contraire qu'il est possible d'amener les usagers, les clients, à adopter les bons comportements, justement dans l'intérêt de tous, pour qu'eux puissent profiter de leur soirée et en même temps pour que les habitants profitent de la leur. Mais c'est ça l'idée en fait du Conseil Lyonnais de la nuit, c'est encore une fois de trouver l'équilibre par le dialogue et parfois aussi par la contrainte parce que nous aurons aussi des sanctions que nous poserons, notamment au travers du règlement des terrasses. Et là, effectivement, on pourra sanctionner au travers du maintien ou de la réduction ou de la disparition d'une terrasse. Et tout ça, ce sont des éléments qui seront importants pour permettre de gérer la vie nocturne. La charte, en fait, c'est d'abord les comportements volontaires. L'aspect volontariste des comportements des professionnels qui va nous amener à trouver un intérêt, en fait, pour la vie nocturne. Derrière, il y aura nécessairement des outils qui seront des outils un tout petit peu plus coercitifs de la réduction des terrasses jusqu'à la fermeture administrative qui pourra intervenir de la part des services de la préfecture. Mohamed Chi, l'adjoint à la sécurité à la ville de Lyon. Pour 2022, 115 professionnels de la nuit ont reçu le label de la charte de la vie nocturne sous forme d'une petite plaque jaune à apposer sur leur devanture. Dans le cadre de Villeurbanne, capitale française de la culture, c'est un festival entièrement gratuit réalisé par les jeunes qui se profilent, qui démarre en l'occurrence ce soir au parc de la Fessine. Réel, c'est son nom et c'est tout le week-end au bord du Rhône. 3 jours de festival gratuit au programme des groupes locaux, mais aussi et surtout des pointures nationales comme Eddie de Préto, Ascendant Vierge, Roman Santarelli, Offenbach, Feder, Johanna, PLK, Roméo Elvis. Sans oublier Bernadette qui assurera un show DJ entre chaque concert en haut d'une tour de 6 mètres. Le dimanche sera dédié aux familles avec un pique-nique, un spectacle jeune public et un grand bal des enfants. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi.